Bonjour, professeur Sokol. Bonjour, docteur Scanzi. Merci pour Bonjour. ce temps consacré à votre actualité littéraire, mais pas que. Alors, professeur Sokol, vous êtes professeur en gastroentérologie à l'hôpital Saint-Antoine APHP et à la Sorbonne Université. Vous êtes également président du groupe français de transplantation fécale et auteur d'une BD dont vous êtes le héros et dont vous allez nous parler, qui s'intitule L'extraordinaire pouvoir du ventre. Docteur Scanzi, vous êtes également gastro-entérologue, également aussi vous faites partie du groupe de français de transplantation fécale et votre actualité littéraire également, L'incroyable microbiote, qui est sorti en septembre dernier. Alors, à travers vos deux ouvrages respectifs, j'aimerais que ce soit l'occasion pour vous de nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du microbiote. Et puis après, on reviendra un petit peu sur les dernières tendances, enfin tendances, tant est qu'on puisse parler de tendances. On a de plus en plus de patients à qui on propose des analyses de microbiote. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit fleurir aussi ici et là sur les réseaux sociaux des gens qui pratiquent des sortes de transplantation fécale do it yourself. On va voir tout ça avec vous et je vous laisse démarrer, Dr Scanzi, sur le microbiote. Il y a beaucoup de questions, tout ça. Donc, on va partir de la base. Le microbiote intestinal, je pense que beaucoup de des gens qui vont regarder l'interview connaissent déjà, on savent un peu ce que c'est que le microbiote. Globalement, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a les outils pour l'étudier, pour le comprendre. Et qu'en fait, chaque étude qui sort chaque jour montre un peu plus les liens forts entre notre microbiote intestinal et notre santé. Alors, c'est valable pour quand on est en bonne santé, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en cas de maladie, il y a très souvent aussi, des modifications au niveau de ce microbiote intestinal. Alors, est-ce que c'est la modification du microbiote qui entraîne des maladies ou, la maladie qui entraîne des modifications du microbiote? Il y a probablement un peu des 2. C'est en tout cas, le but de beaucoup de recherches scientifiques, actuellement. En tout cas, voilà, c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de connaissances actuelles et que ces connaissances doivent, arriver au grand public pour qu'ils soient un peu plus, maîtres de leur santé. Que moi, en tout cas, j'ai décidé d'écrire ce livre grand public sur le microbiote intestinal. Alors, effectivement, donc il y a un regain d'intérêt sur le microbiote, hein, preuve en est sur vos deux ouvrages respectifs. Une des tendances, c'est de vouloir se faire analyser le microbiote. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Alors oui, le microbiote, c'est vrai, comme le disait Julien, c'est quelque chose de très intéressant. Juste pour redire quand même ce dont on parle en fait, hein. Ce dont on parle, ce sont tous les micro-organismes qui colonisent notre tube digestif à partir de notre naissance, puisque dans l'utérus maternel, on est stérile et on n'a pas de micro-organismes vivants, en tout cas dans l'utérus maternel. Et puis on va se coloniser à la naissance et on va établir un microbiote qui est à peu près un microbiote adulte vers l'âge de 3, 4, 5 ans. Et donc, ce microbiote, il va être constitué de très nombreux micro-organismes, des bactéries, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais aussi des champignons, des virus, même certains parasites. Et tout ça va vivre ensemble, vraiment comme dans un écosystème. On peut imaginer un petit peu comme une forêt, ou un océan, comme sur du corail avec différents poissons, différentes espèces, des végétaux, etc. Et ben, c'est un petit peu la même chose dans notre intestin. On a tous ces micro-organismes qui vivent ensemble, qui interagissent ensemble. Et Donc, il y a des comme méchants dans et des gentils alors. alors, méchant, gentil, je ne sais pas, mais en tout cas, il Non. y a de l'interdépendance, effectivement. Il y a peut-être certains micro-organismes qui bénéficient d'autres, ou inversement, des antagonismes entre certains micro-organismes, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un écosystème. Et comme dans la forêt ou comme dans l'océan, c'est un écosystème qui est fragile. Et donc, si on le perturbe, euh, avec des antibiotiques, avec une alimentation de mauvaise qualité, eh bien, on va voir des altérations dans ce microbiote, exactement comme on peut voir un appauvrissement de l'environnement dans les forêts, dans la forêt amazonienne ou dans les océans. Et donc, finalement, ce microbiote, il est donc très sensible au changement de l'environnement et assez logiquement, beaucoup de chercheurs se sont demandé si, en regardant le microbiote, on ne pouvait pas peut-être avoir un reflet de la santé des êtres humains et donc des patients. Donc, peut-être que l'on pourrait, en regardant le microbiote, diagnostiquer certaines maladies, alors des maladies intestinales, maladies inflammatoires de l'intestin, cancer du côlon, mais aussi même des maladies hors de l'intestin,
des maladies métaboliques, diabète, pourquoi pas même des maladies neuropsychiatriques. Et donc, il y a un certain nombre de travaux scientifiques, de recherche qui suggèrent effectivement que c'est vrai. Et ça va même plus loin, puisqu'il y a des travaux qui suggèrent qu'en regardant le microbiote, on pourrait même prédire la survenue d'une maladie plus tard dans la vie, prédire la réponse à un traitement qu'on va donner à un patient. Et donc, assez logiquement, on se dit qu'en analysant le microbiote, eh bien, on pourrait avoir un outil de prédiction extraordinaire, comme quand on fait une prise de sang que notre médecin va nous demander. Sauf que là, on va regarder dans le microbiote. Néanmoins, aujourd'hui, les tests qui sont disponibles de manière commerciale et qui sont d'ailleurs vendus directement aux patients et au grand public, hein, ce ne sont pas des tests pour lesquels on a besoin d'une prescription médicale. Eh bien, ces tests, il faut bien dire qu'ils n'ont aucun intérêt pour les patients ou pour les médecins, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et les recommandations même qui peuvent être données avec ces tests, malheureusement, n'ont aucune valeur scientifique ou médicale, ce qui ne veut pas dire que dans quelques années, et moi, je suis assez persuadé qu'on aura des tests extrêmement efficaces et utiles pour la médecine dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est que les tests actuels ne servent à rien, si ce n'est à vider le portefeuille de quelques patients crédules, malheureusement. D'accord, donc on a bien retenu qu'à ce jour, donc les analyses de microbiote n'avaient aucun intérêt. En revanche, on a pu avancer davantage sur la transplantation fécale, puisque dans votre pratique au quotidien, et Dr Scanzi, je me tourne vers vous, notamment dans le cas du Clostridium difficile, on sait qu'aujourd'hui, la transplantation fécale est efficace. Oui, alors tout à fait. C'est un traitement donc, qu'on fait en routine maintenant depuis quasiment une dizaine d'années. Alors, juste pour rappeler ce que c'est que la transplantation fécale, tout simplement, c'est une procédure qui vise à transférer le microbiote d'un sujet considéré comme sain, en fait. Donc, le microbiote, globalement, c'est ses selles, à un patient malade, en gros, pour lui réadministrer un microbiote intestinal riche, diversifié, en quelque sorte équilibré, et pour lesquels, en général, il était en cause dans une maladie. Et notamment, c'est le cas avec le Clostridium difficile. Cette infection, maintenant, qui a changé de nom, c'est Clostridioides difficile, mais ça reste la même infection. Effectivement, on sait depuis maintenant de 2013, de façon certaine, que le traitement le plus efficace pour guérir des formes récidivantes de cette infection, c'est tout simplement de changer le microbiote du malade en lui transférant, du coup, celui d'un sujet défini comme sain, considéré comme sain. Vous pouvez nous rappeler Donc, ce que c'est que le Clostridium difficile? alors, On n'appelle plus Clostridium difficile. alors globalement, c'est une bactérie qui survient très souvent dans un contexte, enfin quasiment toujours dans un contexte qu'on dit de dysbiose intestinale, en fait, de forte altération du microbiote intestinal chez des gens qui sont fragiles et qui ont souvent eu des antibiotiques juste avant. Et c'est souvent une nouvelle prise d'antibiotiques qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fini d'appauvrir le microbiote, auquel cas ce fameux Clostridioides difficile devient dominant, pathogène et à l'origine d'une diarrhée très importante. Donc, cette bactérie, cette infection, on la combat dans un premier temps avec de nouveaux antibiotiques. Mais le problème que pose cette infection, c'est qu'elle a tendance à récidiver dans les semaines qui suivent l'arrêt des antibiotiques. Et plus elle récidive, et au final, on se retrouve avec comme seule solution, et avec un traitement qui est efficace dans plus de 90% des cas dans cette indication précise, qui est la transplantation fécale. Très Alors, bien. là, on a effectivement du recul dans cette pathologie-là, puisque c'est très efficace à plus de 90% des cas, que c'est globalement bien toléré, mais on le fait dans des conditions qui sont, on suit des protocoles de façon rigoureuse, et effectivement, on ne fait pas ça n'importe comment. On fait ça de façon courante à l'hôpital, en suivant des règles bien précises, parce qu'il y a toujours un risque de transmettre via les selles du sujet considéré comme sain d'autres pathogènes. Et il y a déjà eu des cas d'essais rapportés, notamment aux États-Unis, en faisant ça. Donc, ça nécessite vraiment un protocole très rigoureux, et ça ne peut se faire que dans le cadre de l'hôpital, avec des protocoles bien définis. Et ce qui est très important et de retenir, c'est vraiment que c'est fait en pratique courante que dans le cadre de cette infection-là. Pour toutes les autres maladies, on peut être amené à le faire, mais uniquement dans le cadre de la recherche clinique. Et ça, c'est vraiment très important. Il n'y a que pour l'infection avec le Clostridium difficile qu'on le fait en pratique courante à l'hôpital. Alors justement, je rebondis et je reviens vers vous, professeur Sokol. Où en est-on justement de cette recherche clinique sur la transplantation fécale, notamment les MICI ou le S2I? Vous allez nous en parler.
Alors, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de maladies pour lesquelles on pense que le microbiote joue un rôle. Et donc, de manière assez logique, on se dit que la transplantation fécale pourrait être utile. Néanmoins, à la grande différence de l'infection à Clostridium difficile dont vient de vous parler Julien Scanzi, les autres maladies dans lesquelles le microbiote est impliqué, eh bien, le microbiote ne va pas jouer un rôle unique ou un rôle majeur dans ces maladies. Il ne va être qu'un facteur parmi d'autres. Dans l'infection à Clostridium difficile, les altérations du microbiote sont à 99% à elles seules responsables de la maladie, ce qui explique probablement pourquoi, quand on fait de la transplantation fécale, ça marche de manière quasi magique. C'est vraiment, vraiment très spectaculaire. Les maladies dans lesquelles on sait aujourd'hui de manière certaine que le microbiote est impliqué, il y en a quelques autres. Par exemple, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Là, on sait de sources sûres que le microbiote joue un rôle, mais pas un rôle aussi important que dans l'infection à Clostridium difficile. Et donc, il y a eu quelques essais thérapeutiques qui ont été faits sur des nombres de patients relativement restreints. C'est quand même des petites études. Et on a des données suggérant que, notamment dans la rectocolite hémorragique, il y a un effet positif de la transplantation fécale. On est capable de mettre les patients en rémission, c'est-à-dire de calmer l'inflammation chez ces patients dans 30 à 40% des cas. Donc, vous voyez qu'on déjà, on n'est pas sur 90% des cas. Et l'autre problème, c'est qu'on sait maintenant que c'est un effet transitoire, c'est-à-dire qu'on va faire la transplantation fécale, ça va au mieux, dans un tiers des cas à peu près, calmer l'inflammation, mais si on s'arrête là, la maladie repart quelques semaines à quelques mois après, et donc on ne guérit pas la maladie avec la transplantation fécale. Et si on voulait imaginer utiliser ce traitement pour réellement traiter les patients, il faudrait répéter très fréquemment et pendant des dizaines d'années les transplantations fécales pour ces maladies chroniques. Pour le syndrome de l'intestin irritable, donc là, on a des données qui sont beaucoup plus contrastées. Il y a certaines études qui montrent une amélioration des symptômes après transplantation fécale, d'autres études qui ne montrent aucun effet, ni amélioration ni détérioration. Et puis, on a enfin d'autres études qui montrent qu'en faisant la transplantation fécale, on détériore l'état clinique des patients, c'est-à-dire qu'ils sont moins bien après la transplantation fécale qu'avant. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que ces maladies, notamment le syndrome de l'intestin irritable, ce sont des maladies hétérogènes, très variables d'un patient à l'autre. Chez certains patients, le microbiote est probablement impliqué, et donc si on joue dessus, on va avoir un effet plus ou moins important sur la maladie, mais chez certains autres patients, le microbiote n'est pas du tout impliqué et on peut jouer dessus autant qu'on veut, ça n'aura pas d'effet. Et au-delà de ça, il y a une véritable complexité dans la sélection du bon donneur pour le bon receveur. Voilà, il semble qu'il y ait des effets beaucoup plus personnalisés dans ce type de maladie chronique, comme les maladies inflammatoires de l'intestin ou le syndrome de l'intestin irritable, que dans le cas de l'infection à Clostridium difficile dont vous parlait Julien Scanzi avant, où là, ça marche en gros quasiment à tous les coups. Et on est extrêmement loin de comprendre quels sont les paramètres à choisir pour identifier un bon donneur pour le bon receveur. Très bien. Donc, dans l'immédiat, il n'y a pas de préconisation de transplantation fécale pour les MICI ou les S2I. Est-ce qu'on imagine dans un futur proche ou beaucoup plus loin, finalement, quelles sont les perspectives? Alors, admettons que dans la rectocolite hémorragique, par exemple, on définit de manière sûre et certaine que oui, la transplantation fécale a une certaine efficacité. On va se retrouver devant un autre problème qui est la complexité de la réalisation de la transplantation fécale liée au fait que trouver des donneurs pour la transplantation fécale, c'est vraiment compliqué, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, le docteur Scanzi, on sélectionne les donneurs de manière extrêmement stricte pour être sûr qu'ils ne vont pas être la source d'une maladie chez le receveur, c'est bien la moindre des choses. Et donc aujourd'hui, on estime que moins de 5% des donneurs qui se présentent pour donner sont effectivement aptes à être des donneurs pour la transplantation fécale. Donc, quand on traite des maladies pas trop fréquentes, comme l'infection multirécidivante à Clostridium difficile, et puis des maladies pour lesquelles on va avoir besoin d'une, voire de 2 transplantations fécales maximum,
bon, on se dit que c'est tout à fait viable d'utiliser la transplantation fécale. Mais si on se place avec des maladies comme les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou le syndrome de l'intestin irritable, qui sont des maladies qui touchent des millions de personnes et qui sont en plus des maladies chroniques, donc des maladies de toute la vie, utiliser la transplantation fécale à grande échelle, c'est tout simplement irréalisable. Donc, les essais de transplantation fécale, ils sont très utiles pour la recherche, pour comprendre si oui ou non le microbiote est impliqué dans une maladie, et aussi pour peut-être identifier ce qui est actif dans le microbiote d'un point de vue thérapeutique. Mais une fois qu'on aura identifié ce qui est actif, et d'ailleurs, il y a déjà des pistes, certaines bactéries, certaines molécules issues de bactéries, eh bien, ces principes actifs, on va pouvoir les produire dans des usines, les mettre dans des gélules et les donner aux patients comme des médicaments. Et là, il n'y aura pas de limite à traiter même des millions de patients s'il le faut. D'accord, très bien. Je voudrais qu'on revienne, vous avez évoqué justement la nourriture saine par rapport à certaines pathologies. Docteur Scanzi, dans votre livre, vous abordez justement les prébiotiques. Il y a même c'est un livre qui est très agréable à lire avec des fiches pratico-pratiques, des récapitulatives, avec des idées de recettes. Je voulais que vous nous reparliez justement un petit peu de cette alimentation et de ces prébiotiques par rapport au microbiote. Alors déjà, l'alimentation, c'est l'un des principaux facteurs, si ce n'est le principal facteur qui influence au quotidien notre microbiote intestinal. En fait, notre microbiote intestinal, il a beau nous être unique, il est pas figé comme une empreinte digitale, il évolue tout au long de notre vie, en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre alimentation, de notre médication, etc. Et effectivement, l'alimentation, eh ben, elle peut être bénéfique pour notre microbiote, continuer à l'enrichir et à faire en sorte euh, que notre microbiote, du coup, reste riche, diversifié, et cetera, avec un certain équilibre. Ou si jamais, eh ben, du coup, on ne mange pas correctement avec, du coup, cette malbouffe, avec des aliments, enfin, beaucoup d'aliments industriels, beaucoup de Emulsifiant. produits transformés, avec beaucoup, voilà, d'édulcorants, d'émulsifiants. Ces aliments ultra transformés, eux, peuvent perturber le microbiote intestinal et aboutir, alors peut-être pas de la même manière que des antibiotiques, mais in fine, sur le long terme, à détériorer notre microbiote intestinal et du coup, l'appauvrir, l'altérer et peut-être qu'il soit plus propice au développement de certaines maladies. Ça a bien été démontré d'ailleurs dans les Mickey, vu qu'on parlait des Mickey juste avant. Il y a une étude qui a même montré le fait que plus on mangeait d'aliments ultra transformés dans notre vie, plus on risquait de développer une maladie de Crohn. Ou une Mickey, je ne sais plus si c'était maladie de Crohn rectocolique hémorragique, mais en tout cas, voilà, il y a clairement un lien entre ce qu'on mange, l'état de notre microbiote et du coup notre santé. Donc c'est vrai que si on veut rester le plus possible en bonne santé, ça veut dire prendre soin de son microbiote et c'est avant tout, dans un premier temps, par avoir une alimentation saine, diversifiée, équilibrée, riche en fibres si possible, parce que dans les fibres, il y a vous venez de parler des prébiotiques. En fait, ce qui est prébiotique, c'est en gros, ça va être de la nourriture à nos micro-organismes, à nos bactéries intestinales, etc. Elles se nourrissent beaucoup de ces fibres qui ne sont pas digérées par notre organisme humain et qu'on retrouve beaucoup dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, etc. Donc c'est vrai qu'il y a l'effet positif de ce genre de régime et l'effet négatif d'une alimentation très transformée, riche en sucre, etc. On sait que l'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge, c'est clé. Et quand vous nous expliquez l'importance de l'alimentation sur le microbiote et l'impact sur notre santé, c'est d'autant plus important. Et je reviens vers vous, professeur Sokol, par rapport à votre bande dessinée, justement, qui est relativement ludique, avec un parcours qui démarre, bien entendu, dans la bouche et dans lequel vous êtes le personnage principal. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est en fait, bon, le microbiote intestinal, je travaille sur ce domaine, dans ce domaine de recherche depuis presque 15 ans maintenant. Et je suis passionné évidemment par ce que je fais. Et je suis amené à expliquer toute cette complexité, parce que ce sont des phénomènes extrêmement complexes qui se passent dans notre microbiote. Je suis amené à l'expliquer à la fois à des étudiants en médecine, à des étudiants en sciences, même à des collégiens très régulièrement, et puis même à mes enfants, et enfin à mes patients qui me posent ce genre de questions. Et donc, finalement, déjà depuis un certain nombre d'années, j'ai pris l'habitude de dessiner, même si je dessine moi-même extrêmement mal, Oui. pour expliquer ces choses, parce que je trouve qu'avec des images, avec le visuel, on comprend beaucoup mieux, et puis surtout, des choses complexes deviennent accessibles à tout le monde, finalement.
Donc, l'idée de cette BD, c'est avant tout ça, c'est expliquer le microbiote intestinal, y compris des choses un petit peu complexes, mais en les faisant passer par de l'image et de l'humour, et donc pour les rendre accessibles vraiment au plus grand nombre, y compris aux enfants. Donc, l'idée du scénario, c'est extrêmement simple. C'est moi et mon personnage plutôt, et la dessinatrice qui s'appelle Judy, qui joue un petit peu la rôle de Candide, on va dire, dans cette histoire. On est miniaturisé, un petit peu façon l'aventure intérieure ou Ouais. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et puis, on est avalé par un être humain. On parcourt le tube digestif. Ça permet d'expliquer les bases de la physiologie digestive, un peu de nutrition, etc. Et puis ensuite, eh bien, on parle du microbiote, de son rôle dans la santé, à quoi ça sert finalement le microbiote. Et ensuite, on continue par l'intérêt du microbiote dans la médecine, le rôle qu'il peut jouer dans les maladies, comment est-ce qu'on peut essayer justement d'intervenir sur le microbiote. On parle notamment de transplantation fécale, de probiotiques, de nutrition et encore bien d'autres choses. Et puis on finit, parce qu'on finit par sortir de notre hôte par les Par voies l'oreille. naturelles. Hein. On se Par retrouve l'oreille. littéralement, non, pas par l'oreille ce coup-ci, on se retrouve littéralement dans le caca, voilà. Et donc on finit par revenir à une taille normale ensuite et à revenir dans le monde réel où l'on explique aussi comment finalement on peut faire pour maintenir un microbiote en bonne santé, enrichir son microbiote. Et finalement, on finit par un parallèle qui est assez normal, et c'est un petit peu ce que je vous disais au tout début, entre l'écologie de notre intestin, notre écologie intestinale, et puis l'écologie avec un grand E, notre environnement, et comment finalement, en protégeant notre environnement au sens large, eh bien, on protège aussi son microbiote. Et inversement, si on altère notre environnement, eh bien, on va altérer notre microbiote et donc notre santé. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Donc, je rappelle l'incroyable microbiote du docteur Julien Scanzi et puis votre BD, l'extraordinaire pouvoir du ventre. Merci à tous les deux et on se retrouve pour un prochain interview Regard croisé.